regard croisé pour nous parler du patient au cœur de la compréhension aujourd'hui. Comment mieux le comprendre, mieux l'écouter, mieux l'intégrer aux différents dispositifs d'enseignement, de recherche, au premier rang desquels notre invitée, donc Catherine Tourette-Turgis, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes l'instigatrice et la créatrice effectivement de l'Université des patients. Est-ce que vous pourriez revenir un peu avec nous sur cette Université des patients et en quoi effectivement elle contribue à une meilleure littératie ou en tout cas une meilleure compréhension partagée autour du patient et de l'aidant? Oui, tout à fait. Donc, j'ai créé, fondé l'Université des patients en 2009. Donc, au départ, j'ai imposé l'inclusion de 30% de patients, experts ou patients qui, peu importe d'ailleurs, dans les diplômes que je dirigeais en éducation thérapeutique. Je pensais que c'était important que des patients puissent avoir ce diplôme qui était un DU, qu'ils soient co-formés dans le même espace que les soignants et qu'ensemble, après, ils pratiquent et animent des ateliers d'éducation thérapeutique. Donc pour moi, ça c'était une inclusion un peu clandestine, même si en France, il n'y a aucune loi qui s'oppose à ce que à l'université, si le responsable de diplôme est d'accord, s'il y a éventuellement l'utilisation d'une validation des acquis de l'expérience, eh bien, on peut effectivement délivrer donc ce type de diplôme à des patients. Donc ensuite, je l'ai officialisé et en même temps que l'inclusion dans les DU, comme je dirigeais aussi le master, et là j'avais déposé la maquette au ministère en disant que dedans il y aurait 30% de patients experts. Donc c'était écrit dans la maquette. Donc s'ils n'avaient pas lu entre les lignes, bah, c'était tant pis pour eux. Moi j'avais déposé une maquette qui était autorisée. Donc ça a été une expérience d'emblée extrêmement dynamique, positive et étonnante, à la fois pour les patients qui voyaient leur expertise d'expérience reconnue et validée par un diplôme, et aussi par les soignants qui découvraient qu'en fait, ils pouvaient apprendre directement avec des patients. Alors l'éducation thérapeutique en général, bah, c'est toutes les maladies chroniques. Et puis, tout à fait récemment, donc j'ai bénéficié d'un grant, d'une subvention. Et donc, je crée 2 nouveaux diplômes où là, il n'y a pas d'inclusion. C'est des diplômes pour les patients pour qu'ils deviennent accompagnants du parcours patient en cancérologie. Et là, on va faire l'inverse. On va inclure des soignants. C'est-à-dire, on aura 70% de patients, 30% de soignants. Et l'autre diplôme, c'est devenir représentant des usagers. C'est un certificat, c'est un DU de démocratie sanitaire. Bon, bien sûr, j'attends, je ne peux pas officiellement encore l'annoncer. J'attends que mon université donne l'habilitation et que ces diplômes soient autorisés officiellement. Mais bon, c'est sur de bonnes voies. Et donc, il y aura en tout 3 ou 4 diplômes. Et l'inclusion sera dans l'autre sens. On parle d'inclusion justement. En quoi il s'agit d'une co-construction? On parle de mieux se comprendre. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de terminologie, d'usage de mots entre des soignants et des chercheurs et parfois des patients qui ont du mal à comprendre. D'ailleurs, c'est eux qui, dans le groupe cancer, m'ont dit, ben voilà, on veut faire un diplôme. Il faut construire un diplôme pour nous permettre, dans les hôpitaux, d'être coordinateur ou accompagner le parcours patient. Donc, c'est à la demande. C'est à la demande. À la demande des patients, oui, d'un groupe de patients qui avait un cancer. Oui. Concrètement, parce que c'est pour certains difficile à appréhender, comment, dans ces diplômes, quelle articulation ou échange entre des soignants disposant d'un savoir académique, etc., et le savoir expérientiel des patients? Comment vous voyez, comment ça se passe concrètement dans les relations? Donc, le savoir expérientiel, ben, il est là, il est présent. C'est même lui qui peut orienter d'ailleurs l'orientation du diplôme.
parce qu'ils savent qu'est-ce qu'il faut faire comme cours. Et après, on trouve des enseignants qui acceptent de faire ces cours. D'accord. C'est-à-dire, les patients dans un diplôme peuvent dire eux-mêmes, bah, moi, je pense qu'on a besoin de cours, j'avais déjà fait ça dans le VIH, on a besoin de cours sur, je ne sais pas, l'épidémiologie, le cancer. On a besoin de cours sur comment savoir communiquer avec les soignants, on a besoin de cours sur la démocratie sanitaire, sur des textes. Et en plus, il y a un diplôme démocratie sanitaire, il y a une prépa qui est organisée par un patient qui fait donc un cours prépa, comme une classe préparatoire de 6 semaines pour préparer les patients à entrer à l'université. Parce que le problème, c'est pas tellement les cours, c'est de réapprendre peut-être à venir dans une université, qu'est-ce que c'est, je sais pas, un ordinateur, du Word, qu'est-ce que c'est qu'une banque de données, qu'est-ce que c'est qu'un examen. Donc c'est aussi l'apprentissage des habiletés universitaires. Et ça, en général, les patients, donc étudiants, disent que c'est extrêmement structurant. Et surtout, un des premiers effets, c'est qu'ils ne sont plus seulement malades, ils ont une carte d'étudiant. Ils sont étudiants. C'est comme l'accès à un statut, à une transition. Et pour eux, pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, parce qu'on en a qui sont partis en thèse, eh ben, ils ne sont pas, comme a dit un patient dans un coin. Ils sont étudiants. Ce moment transitionnel est extrêmement structurant et c'est presque une remobilisation identitaire qui leur permet après de choisir parmi plusieurs identités. Des fois, ils peuvent être patients et dire voilà, je suis patient expert, là, je suis étudiant, là, je suis étudiant-chercheur, là, je suis en doctorat. Et c'est toute cette fluidité-là qui permet qu'on peut choisir son identité aussi en fonction de ses stratégies vitales, stratégies de santé, stratégies politiques, stratégies de vie quotidienne, identité par rapport à ses enfants. Il y a un père qui a dit, ben moi, ce que ça m'a apporté d'être étudiant, c'est que mon fils, il a dit à l'école, ben, vous pouvez pas dire que papa, il travaille pas, il est étudiant. Des choses comme ça qui sont vraiment importantes. Si vous le voulez bien, on reviendra sans doute avec vous. On va laisser la parole. On rejoint le Canada avec Luc Vigneault. Luc, bonjour. Bonjour, Christophe. Très heureux, malgré ces nombreux déboires, de pouvoir te retrouver. Alors, on va peut-être dans un premier temps, en quelques minutes, nous laisser simplement en toute liberté de parler de toi, Oui, oui. ton histoire et pourquoi tu es parmi nous aujourd'hui pour parler de la compréhension entre ces chers soignants, patients, aidants et malades en tout genre, pourrions-nous dire entre nous. D'accord. Ben moi, principalement, quand j'étais jeune, j'ai eu des traitements pour la schizophrénie. Donc, je suis une personne qui a une maladie mentale. Et quand j'ai connu les services de santé, moi, je viens d'un quartier ouvrier, là, donc des psychologues, psychiatres, travailleurs sociaux, on connaissait pas ça, tu sais, on était des manuels chez nous. Tout le monde était des manuels. Donc, arriver là dans un univers de gens plus universitaires, là, si on peut dire, ben, c'était pour nous complètement nouveau. Mais en même temps, moi, j'ai reçu des traitements en psychiatrie qui m'apparaissaient totalement farfelus, excusez-moi. À l'époque, je comprenais pas, je comprends toujours pas d'ailleurs pourquoi que on attache les gens sur des lits, puis on les laisse là longtemps, pourquoi on interdit des gens de circuler librement. Moi, tu sais, malgré que j'avais pas de connaissances, j'avais un sentiment viscéral que on respectait pas les droits des gens, puis que on s'en allait un peu à la tâton, là, malgré que la science a beaucoup évolué aujourd'hui. Donc, moi, on m'avait condamné à vie en disant que j'étais fini, que j'aurais plus de travail, plus de vie sociale, plus rien. Et comme je suis un délinquant de nature, ben je les ai pas écoutés. Alors, j'ai fait des choses qui font en sorte qu'aujourd'hui, je suis rétabli. Non seulement je suis rétabli, mais je suis devenu moi-même soignant, si je peux dire ainsi. Donc, je suis intervenant par aidant clinicien, c'est d'une part. Donc,
Dans mon parcours, j'ai cofondé le programme Père aidant Réseau Québec. J'ai également cofondé une association de patients qui s'appelle les Porte-Voix au Québec, là. Donc, pour amener justement cette voix-là au ministère. Et puis, de fil en aiguille, je suis devenu chargé de cours à la faculté de médecine par mon savoir expérientiel. Donc, moi, j'ai pas d'études universitaires, mais on m'a pris comme chargé de cours pour amener justement ce savoir-là auprès des futurs soignants, aux futurs psychiatres. Et puis, je suis en fait le premier patient à donner un cours. Moi, je vais pas faire un témoignage, je vais vraiment donner un cours aux futurs médecins. Je trouve ça super intéressant. Et également, au fil du temps, j'ai été engagé par un hôpital psychiatrique qui était autrefois un asile à Québec qui s'appelait Saint-Michel-Arcand, puis c'est devenu le centre hospitalier Robert Giffard. Et quand ils ont pris le virage d'être un institut universitaire santé mentale, ben ils m'ont demandé de faire partie avec la haute direction des décideurs pour prendre ce virage-là. Donc, je suis devenu aussi le premier patient, guillemets, à siéger à haute direction pour prendre des décisions avec un droit de vote pareil comme les autres. Ça, j'ai trouvé ça intéressant parce que ça a changé complètement la façon de voir les choses. Parce qu'ils n'avaient jamais le point de vue du patient, hein. Ils prennent des décisions pour le bon fonctionnement de l'hôpital, mais ils n'avaient jamais le point de vue du patient. Donc, moi, j'amène ce point de vue-là, des fois sur des choses très banales. Tu sais, les toilettes ils étaient toujours barrés. Quand tu vas aller aux toilettes, demander la clé tout le temps, c'est pas très, c'est pas très bon pour l'estime de soi puis l'appropriation du pouvoir. Donc, on a débarré les toilettes, on a débarré les douches. Aujourd'hui, les patients font partie de l'équipe multi. Là, quand on se réunit avec les autres professionnels, le patient il est là parce qu'on parle de lui. Là, c'est ça aussi on a réussi à faire. Puis également, d'arrêter de mettre des règlements qui vont au-delà de ce que le Code civil nous permet aussi. Là, donc, on a réussi ces choses-là. Et aussi d'introduire toute la notion comment dirais-je, d'approche globale de la personne. Hein, parce que en médecine, souvent, ils soignent un organe malade. Nous, c'est le cerveau. Ils oubliaient qu'en bas du cerveau, il y a un corps là, qui va, qui va jusqu'à terre. Donc, on parle de ça aussi. Et puis dernièrement, on m'a demandé à la faculté de médecine ici à l'Université Laval de faire partie d'un groupe qui va implanter la notion de patient partenaire ou citoyen partenaire dans l'université au complet. Donc ça, je trouve ça super le fun. Parce que vous savez, on dit souvent qu'un médecin en charge le patient. Mais quand tu vois une personne 2 fois par année, 15 minutes, en fait, c'est le patient qui se prend en charge lui-même. Donc, faut remettre les pendules à l'heure. Puis à travers ça, ben, j'ai écrit dernièrement un livre qui s'appelle Je suis une personne, pas de maladie, avec d'autres co-auteurs. Puis donc je fais beaucoup de formation continue spécifiquement auprès des médecins de famille ici au Québec. Ça, c'est quelque chose que j'adore beaucoup. Donc, parler de santé mentale, de rétablissement, d'espoir, parce qu'ils en entendent parler dans leurs livres de médecine de façon très négative. Mais là, d'arriver avec de l'espoir, puis c'est pas juste une maladie médicale, biologique, c'est aussi des problèmes sociaux, psychologiques, etc. Donc voilà, et puis je vais à l'occasion chez vous en Europe pour faire des conférences. J'ai Oui. trouvé l'expérience super parce qu'ils veulent, en santé mentale, du moins prendre aussi le virage qu'on appelle rétablissement, puis toute la notion du patient partenaire, ça les intéresse. Donc voilà, et beaucoup d'autres choses.
Donc, je suis père de famille, grand-père, très heureux, remarié. Et voilà, j'ai une belle vie malgré cette maladie qui autrefois était incurable. Aujourd'hui, ben voilà, la vie est belle, puis je profite de la vie. En tout cas, tous ceux qui te suivent sur les réseaux sociaux ou autres savent à quel point tu nous fais rire, tu nous donnes l'envie d'avancer, etc. D'avancer à tous, en tout cas. Juste une question, Luc. On se posait, je me posais, on en discutait l'autre fois. Euh, le système de soins, c'est compliqué. C'est Oui. compliqué à comprendre. C'est compliqué à comprendre pour tout le monde. Quelles seraient, selon toi, les pistes pour faire en sorte qu'on se comprenne un peu plus et que la santé soit plus incarnée par tout le monde? Mon Dieu, c'est d'abord, il faut, chez nous, au Québec, on fonctionne, vous savez que le système est universel et gratuit. Gratuit, entre guillemets, parce qu'on le paye avec nos impôts. Donc, on fonctionne beaucoup en silo chez nous, hein. Même à l'intérieur de l'hôpital, bon, on a les troubles psychotiques, on a les troubles de l'humeur. Alors, imaginez si un patient a des problèmes de cœur ou de rein, ben là, c'est la maison des fous qui commence, vous savez, les 12 travaux d'Astérix. Là. Donc, il faut décloisonner d'abord le réseau de santé, ça c'est fondamental. On a commencé là avec la réforme qu'on vit au Québec, là, de décloisonner ça. Et en fait, chaque usager ou citoyen, c'est pas à lui à chercher les spécialistes, c'est pas à lui à chercher les meilleurs soignants. C'est au système de faire en sorte que tu as un problème et nous, on va s'en occuper, mais de façon globale. Moi, c'est comme ça que je vois les choses, parce que sinon, on vit beaucoup d'angoisse, d'inquiétude, et puis voilà, c'est comme ça que je vois ça. Merci infiniment, Luc. Juste un petit retour de Catherine Tourette-Turgis, éventuellement, sur les propos qu'on vient d'entendre. Ah là là, moi, ça me va complètement. Moi, c'est exactement dit vraiment de manière encore beaucoup plus claire, limpide, mon projet. C'est ça le projet. Le projet, c'est mettre les patients là où il y a des diffusions de savoir sur eux. Voilà, c'est ça. C'est Voilà. clair, net, précis. Alors, c'est pas les mettre pour ou contre, moi je m'en fiche, au contraire, c'est mettre tout le monde ensemble, mais une part d'expérience, si elle n'est pas transmise justement aux médecins en formation, etc., ben, elle est perdue. Enfin, c'est effectivement un souci. Un souci. En rappelant que l'ONU place l'expérience au cœur du patrimoine mondial des savoirs, quand même, effectivement, l'expérience de santé peut être une richesse pour tout le monde. On va passer la parole, on aura peut-être l'occasion un court instant de revenir avec vous, à nos Oui. trois invités qui sont en direct de Poitiers, malgré tous ces aléas, etc., et de Tours, en France. On va commencer par Emmanuel Ruche. Emmanuel Ruche, bonjour. Bonjour. On avait eu l'occasion de vous croiser effectivement récemment pour évoquer ce sujet des littératies multiples. On rappelle que vous dirigez un laboratoire qui travaille autour de l'éducation, de l'éthique et de la santé. Cet enjeu éthique dans la relation humaine entre ces différents protagonistes, on vous avait demandé effectivement si vous pouviez la replacer autour de cet enjeu des littératies multiples. Alors on va vous laisser un instant la parole pour nous livrer votre regard au vu de ce qui vient d'être dit sur la place de l'éthique dans ces relations humaines du quotidien en santé. Merci. En même temps, je pense que les deux intervenants précédents ont dit à leur façon l'essentiel autour de ces questions d'éthique. Alors, si je prends l'approche par le concept et le terme d'éthique, l'éthique, c'est quelque chose qui interroge les jugements de valeur, qui interroge le sens de la vie, qui interroge les difficultés des choix, qui interroge aussi parfois la nécessité, en tout cas ça nous sert en tout cas pour interroger la nécessité de justifier des décisions. Alors je pense que la pratique du soin, comme je dirais aussi la pratique de la santé publique, parce que je suis médecin de santé publique, donc je
Je pense que la pratique du soin et la pratique de la santé publique reposent sur des valeurs et que ces valeurs finalement orientent nos actions en tant qu'individu ou en tant que professionnel, en tant qu'usager, en tant que patient, et que expliciter ces valeurs, ça permet d'éclairer nos décisions et puis ça leur donne aussi un peu un sens. Donc j'aime bien partir de la notion de valeur, bien qu'elle puisse être critiquée, cette notion de valeur, hein, et sur laquelle on pourrait avoir de très longues discussions, mais si j'essaye de résumer, en gros, c'est une valeur pour moi, ça représente ce qui inspire, ce qui motive, ce qui guide un petit peu nos actions, nos décisions, et notamment par rapport à autrui, hein, bien sûr, hein, aux autres. Les valeurs, ça joue donc un rôle central dans la justification de nos décisions. Et réfléchir sur ces valeurs ou délibérer sur ces valeurs, ça permet aux personnes qui sont impliquées dans la décision d'en partager le sens, et je pense que c'est important. Peut-être avant d'arriver dans le cœur du sujet, j'aurais envie de dire que dans le domaine de la relation en santé, ou voire aussi dans le domaine de la santé publique et des actions de santé publique, j'aurais envie de structurer les valeurs en trois. Alors c'est un peu caricatural et c'est un peu artificiel, hein, bien sûr. Mais je pense que nos actions, elles relèvent d'une certaine vision de ce que c'est que la santé, la finalité de la santé. Donc il y a des valeurs qui sont, me semble-t-il, associées aux finalités de la santé. Et ces finalités de la santé, elles peuvent avoir bougé au cours du temps. Donc est-ce que la finalité de la santé c'est le bien-être? Est-ce que la finalité de la santé c'est l'utilité? Sachant qu'on pourrait là aussi reprendre le terme d'utilité, le creuser et en faire l'exégèse, qui serait certainement à la fois passionnant mais un peu long pour aujourd'hui. Mais je pense que cette finalité de la santé dans nos sociétés, dans les sociétés anciennes ou dans d'autres sociétés, a bougé au cours du temps. Une deuxième catégorie ou dimension de valeur, c'est le soin ou l'action de santé publique aussi. Je mets les deux un petit peu en complémentarité parce qu'ils ne renvoient pas toujours, peut-être parfois aux mêmes valeurs. Que ce soit donc dans le soin ou dans les actions de santé publique, ces actions et ce soin, ils renvoient à des valeurs qui sont des valeurs profondément ancrées dans nos sociétés. Alors, c'est des valeurs qui ont une certaine pertinence vis-à-vis de la relation en santé, mais si j'avais à en citer quelques-unes, on pourrait interroger au travers de nos actions dans le domaine du soin ou de la santé publique des choses qui sont de l'ordre quelle représentation de l'autonomie du professionnel ou du patient ou de l'usager, quelle représentation de la liberté, de l'égalité ou de l'équité. Et ces représentations ou cette appréhension des valeurs structurent un peu la façon dont nous agissons un peu au quotidien. Ça, c'est une deuxième catégorie, je dirais, un petit peu de valeurs. Et puis, il y a une troisième catégorie de valeurs qui sont plutôt des valeurs un petit peu professionnelles, que je catégorise dans l'aspect un peu professionnel, qui sont mettre en avant la notion de compétence, d'intégrité, de confidentialité, de transparence, des choses, donc des éléments qui sont d'un ordre un peu plus professionnel. Alors, si je reviens sur le cœur du sujet qui est la relation en santé et puis la littératie ou les formes multiples de littératie, on voit bien que la relation en santé, c'est-à-dire la relation entre, je caricature parce que c'est quand même toujours très caricatural, mais entre des professionnels, des patients et ou des usagers, sachant qu'on est dans un cadre d'une équipe qui prend en charge cet ensemble, entre guillemets, on voit bien que cette relation a bougé au cours du temps. Entre une vision un peu paternaliste, une vision un peu centrée sur le patient, ou une vision peut-être plus proche de la notion de partenariat de soins, on voit bien qu'on est allé vers la coopération et le partenariat. Donc il y a derrière ces évolutions de la relation entre les professionnels d'un côté et les patients usagers de l'autre, on voit bien qu'il y a un changement des représentations et des valeurs sur lesquelles s'appuie l'action de ces individus et de ces personnes dans cette relation en santé.
Alors j'ai eu l'occasion de participer, je travaille toujours dans le cadre de la Conférence nationale de santé, qui avait été saisie par la ministre en charge de la santé pour rédiger une charte du parcours de santé. On voit bien dans la façon dont les différents professionnels, représentants d'usagers ont travaillé autour d'une même table pour essayer de donner corps à cette notion d'une charte de la relation en santé dans le cadre d'un parcours de santé. On voit bien qu'il y a beaucoup d'ancrage sur des valeurs telles que, si j'avais à en prendre une, hein, c'est celle de l'autonomie et celle de l'accompagnement, deux valeurs un petit peu différentes. Si je prends ma casquette un petit peu de santé publique pour compléter, on voit bien qu'il y a aussi parfois, je ne dirais pas une opposition, mais en tout cas un paradoxe entre une relation en santé interindividuelle qui s'intéresse bien sûr et recherche l'amélioration de l'état de santé d'un individu, qui met l'accent sur l'autonomie, qui met l'accent sur l'accompagnement, et de l'autre, dans une vision plus collective de santé publique, quelque chose qui est de l'ordre parfois aussi de la protection de la collectivité, qui peut venir un peu en contradiction avec une approche d'autonomie ou d'autonomisation des acteurs. Et c'est là que je pense que si je reviens sur la littératie en santé, c'est un élément essentiel, à la fois, je dirais, un peu du côté de l'empowerment, de donner les leviers nécessaires aux individus pour faire les bons choix et de s'autonomiser, et aussi la littératie, quelque part, c'est un élément essentiel pour la participation des citoyens à leur prise en charge, mais aussi plus globalement aux politiques de santé de façon générale. Voilà, donc quelques éléments de ce type que je souhaitais partager. Merci Emmanuel. Je vais revenir sur Luc. Oui, L'éthique oui. de la relation entre le soignant et le patient. Et puis surtout parce qu'on a des questions en ligne qui arrivent, j'aimerais que tu puisses éventuellement répondre à deux d'entre elles, moi, savoir quel est ton regard là-dessus. Il y avait donc le savoir du patient n'est-il pas parasité par des messages de lobby et de réseaux sociaux en tout genre? N'est-on pas perdu sur les réseaux sociaux pour y trouver la juste information en santé? Et une deuxième question, coopération, partenariat, co-construction, mais jusqu'où? C'est-à-dire qu'en fin de compte, les gens se posent la question, voilà, mais à quel moment on se dit qu'on est un patient expert, et puis tout d'un coup, si on se forme toute sa vie, est-ce qu'on peut aller jusqu'à devenir un soignant un jour? Qu'en penses-tu? Mais en fait, pour moi, d'abord, l'éthique, pour moi, c'est quelque chose de très fondamental. Et je trouve que on l'utilise pas assez présentement là, dans les soins, dans les hôpitaux ou dans les groupes privés. Parce que il faut distinguer la déontologie de l'éthique. Hein. Par exemple, ben, on n'a pas le droit de coucher avec nos patients, ben ça, c'est de la déontologie, mais c'est pas de l'éthique vraiment. L'éthique, c'est les valeurs auxquelles on croit fondamentalement comme individu, comme association. Donc, moi, c'est à ces valeurs-là que je m'appelle. Et quand on réunit patients et soignants, ben d'abord, quelles sont nos valeurs? Il faut prendre le temps d'en discuter. Il faut vraiment prendre le temps qu'on ait à peu près la même longueur d'onde sur le sujet, parce que c'est ce qui va déterminer tout ce qui va découler. Et effectivement, pour moi, c'est important que l'expert universitaire et le patient, lui, il est expert de sa vie. Et pour moi, c'est important que ça en reste là. Pour moi, j'ai pas la prétention, puis je veux pas la prétention de devenir un médecin ou un chirurgien ou ce que vous voulez. Mais par contre, je veux rester l'expert de ma vie. Il faut que les soins qu'on me donne répondent à une vie satisfaisante selon ma définition à moi. Qui n'est pas la même que vous tous.
Mais moi, en dépit de la maladie que j'ai, en dépit par exemple, des médicaments que je dois prendre, en dépit de tout, quand je fais le bilan, ben, les traitements qu'on m'a donnés me donnent une vie satisfaisante. Donc ça, et je sais qu'on peut pas présentement aller plus loin que ça. Donc, c'est dans ce sens-là, mais oui, c'est un savoir qui se co-construit aussi ensemble, parce que le savoir expérientiel et le savoir académique, il doit marcher toujours main dans la main, justement, pour pas déborder, là, parce que pour nous, par exemple, je prends le mien, là, en psychiatrie, on peut vouloir éliminer les symptômes, mais si on élimine tous les symptômes, ben, on élimine la personne avec. Donc, il faut savoir, moi, il y a des symptômes auxquels je suis prêt à vivre avec. Euh, Puis je vis très bien, puis et voilà, je suis bien entouré. Mais il faut que la science aussi soit d'accord avec moi, là. Je sais pas si je réponds bien à votre question, là. Si, par ton témoignage. Et justement, je vais faire le lien avant de demander à nos deux autres invités de prendre la parole. Une petite question à Emmanuel Ruch et à Catherine Tourette-Turgis. Il y a eu des questions aussi sur les réseaux sociaux sur le fait, on dit oui, on parle de patients experts qui gagnent en compétences, mais en fin de compte, des compétences aussi sur la compréhension de la maladie. Et parfois, certains soignants peuvent se demander jusqu'où. Il y a des doutes en ce sens. Jusqu'où la compétence et comment la qualifier, cette compétence, sur l'aspect de la maladie, j'entends. Hein. Je pense pas le patient est expert de sa vie, mais sur la maladie, la connaissance de la maladie, quand on passe 10, 20 ans à l'étudier, euh, comment imaginez-vous la suite dans des relations entre le soignant et le patient en ce sens? Donc pour moi c'est simple, hein, ça vient en complément. Il s'agit d'articuler, de combiner des expertises qui ne viennent pas des mêmes origines. Car on ne peut pas refuser le savoir de l'un au profit de l'expertise de l'autre. Toutes les expertises construites, les savoirs construits, eh ben on partage ça, on met ça dans un même espace, ça s'autorégule, ça se discute, mais il n'y a personne qui cherche, enfin moi j'ai jamais eu ça dans mes diplômes, à devenir l'expert à la place d'un autre. Je n'ai justement jamais eu, c'est la critique externe qui est toujours faite, mais quand on travaille à l'interne, avec des patients, moi je le fais depuis 30 ans, ça ne s'est jamais posé. Chacun a sa place, y compris dans la production et la construction de savoir. Je pense que la réponse de Catherine est tout à fait pertinente et je n'aurais pas grand-chose à rajouter. Je verrais mal comment une expertise puisse être légitime en écrasant une autre expertise. Voilà, c'est ça. Exact. Voilà, donc si la conjonction des expertises apporte une autonomie supplémentaire, je ne vois pas comment est-ce qu'on peut aller à rebours de ces évolutions-là. Moi, je pense que Oui. la manière de traiter le problème, c'est de dire que soignants, patients et autres acteurs et tous les citoyens ont une contribution à un problème à résoudre, qui est la santé, par exemple, de 25% de la population qui est affectée par une maladie chronique. C'est-à-dire qu'on prend toutes les contributions, il faut se priver d'aucune. Justement, pour faire le lien dans la contribution, on avait souhaité rejoindre, alors elle est parmi nous, Marion Albouilati de l'Université de Poitiers, enseignante effectivement à l'Université de Poitiers, pour questionner un peu l'environnement d'apprentissage de la santé, comment former ses étudiants, qu'est-ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Donc on va lui laisser la parole pour nous en parler et pour qu'on puisse en parler ensemble. Former à la santé aujourd'hui, quels enjeux, quel regard d'une enseignante qui au quotidien côtoie les Y et bientôt les Z, comme on les appelle dans les générations, qui ont sans doute des attentes en matière de rapport à la santé bien différents parfois des nôtres.
Bien, bonjour à tous. Merci de cette invitation. Effectivement, je vais essayer d'apporter ma vision des choses en matière de formation, plus particulièrement des étudiants en médecine, puisque c'est plus ma cible, mais également les autres professionnels de santé, dans un contexte effectivement où on peut observer une triple évolution. Tout d'abord, une évolution sociologique, vous l'avez dit, sur cette génération Y qui nous pose des défis en termes de valeurs professionnelles, et je vais développer un petit peu ce point-là qui fait résonance avec ce que j'ai pu entendre de ce que Luc Vigneault nous a dit, et pardonnez-moi si je suis pas tout à fait en complément avec ce que vous avez dit, parce que j'ai pas forcément tout entendu du fait des problèmes techniques. Donc cette évolution sociologique qui concerne également l'empowerment des patients, et j'imagine que cela a été abordé avec Catherine Tourette-Turgis et précédemment, une évolution technologique à l'image de ce qu'on vit avec ce webinaire, sur des innovations qui sont à mon sens exponentielles en matière de digital et santé, de M-santé, et surtout de nouveaux modes à l'apprentissage que j'expérimente quand même dans ma formation à différents domaines en santé. Et puis un dernier point, une dernière peut-être évolution que je développerai pas ici, qui est l'évolution politico-économique dans un système contraint qui nous oblige justement à innover et à accéder à de nouveaux modes d'apprentissage. Alors peut-être développer davantage la première partie, l'évolution sociologique, avec cet empowerment des patients qui permet vraiment, vous l'avez je pense développé auparavant, de mieux prendre contrôle sur sa santé, et donc d'être un partenaire à part entière, en complément, vous l'avez dit Catherine Tourette, de ce que j'ai pu entendre, en complément de l'expertise du médecin ou du professionnel de santé. Professionnel de santé qui, on vient de le dire, est davantage aujourd'hui de la génération Y, donc avec ces valeurs professionnelles qui changent complètement la donne en matière de formation, puisque ces étudiants donc plutôt nés entre les années 82 et 2005, sont des étudiants très connectés, des étudiants très qualifiés, très pertinents, en recherche de sens, qui sont vraiment dans un travail collaboratif, un travail avec une hiérarchie. Les rapports avec la hiérarchie sont complètement différent de la génération précédente, et une génération qui prône vraiment la qualité de vie, sa propre qualité de vie, ce qui fait aussi résonance, je pense, avec la qualité de vie recherchée par le patient malgré sa maladie chronique. Ce qui fait que pour nous, c'est un vrai challenge en matière d'enseignement, puisqu'il va falloir privilégier les expériences aux cours magistraux, il va falloir être créatif, il va falloir être amusant en tant qu'enseignant, et bien sûr sortir des préceptes précédents de la transmission unilatérale classique qu'on a pu connaître. Un enjeu aussi du point de vue de la digitale, du digital et santé, puisque les médecins eux-mêmes sont des usagers de la connexion, ils utilisent largement le smartphone pour des usages professionnels et privés. Les usages professionnels prioritairement sont axés sur les bases de données médicamenteuses, les recommandations de bonnes pratiques, mais ils sont de plus en plus nombreux, comme j'ai pu le lire dans les rapports du Conseil de l'Ordre national des médecins, à conseiller les applications à leurs patients, et c'est donc à nous aussi de former ces professionnels sur l'utilisation et je dirais le cadre d'utilisation de ces outils. Alors, les nouveaux modes d'accès à l'apprentissage, je vais peut-être davantage développer ce point qui est mon quotidien. C'est les MOOC, bien sûr, mais c'est aussi ce qu'on appelle la pédagogie inversée qui se déploie dans nos universités, où on essaie de favoriser l'interactivité, où on essaie d'accompagner les étudiants à un auto-apprentissage de savoir, et surtout à une réflexion a posteriori de tests numériques, en utilisant des plateformes, des tablettes numériques, les accompagner à se poser des questions et finalement privilégier le temps d'accès à l'enseignant pour être dans l'échange. Donc c'est une méthode axée sur l'approche compétence que Emmanuel a évoqué, il me semble, tout à l'heure dans son débat éthique, une approche compétence qui est très cadrée en matière d'études de médecine, compétences cliniques bien entendu, mais compétences aussi de communicateurs, compétences aussi d'étudiants réflexifs. Associer à ça des méthodes actives, des méthodes, comme je le disais, de pédagogie active d'échange, et puis évidemment des méthodes numériques. Alors, sur cette compétence scientifique et réflexive, je voudrais vous citer un exemple, un champ qui est un peu loin, sans doute, de l'éducation thérapeutique, mais qui me semble important aujourd'hui en médecine, c'est d'apprendre aux étudiants à analyser des articles scientifiques pour développer leur esprit critique sur l'angle de l'evidence-based medicine, c'est-à-dire la preuve scientifique, donc apprendre à analyser des articles
leur contenu en termes de validité, mais toujours les contextualiser au regard d'une part de leur expertise, hein, et on rejoint ce que vous avez sans doute développé sur les valeurs professionnelles et l'expertise clinique, et puis des préférences du patient, hein, et on rejoint bien sûr toute la notion de choix éclairé du patient, d'empowerment du patient. Donc ça, je pense qu'aujourd'hui, on est vraiment dans cette formation dans les études médicales autour de ces triple points de vue, compétences, méthodes actives et numériques. Alors dans tout ça, il ne faut pas oublier l'humain. Je crois que c'est important de pas se focaliser uniquement sur l'outil numérique. Et l'humain, de l'expérience que j'en ai d'enseignante, je le retrouve beaucoup à travers la formation d'éducation thérapeutique dont j'ai la responsabilité au CHU et également à la faculté de médecine, où effectivement, c'est, me semble-t-il, l'occasion de renforcer la dimension humaine et sociale dans les études médicales, puisque à travers ces formations réglementées qui malheureusement encore n'ont pas intégré la formation initiale, mais on espère, on appelle de nos voeux que ce soit le cas bientôt, en tout cas qui a bien pénétré la formation continue, on est vraiment sur des dimensions humaines, relationnelles, apprentissage à la posture éducative, apprentissage à l'écoute, à l'empathie, à différents champs. Au-delà de l'éducation thérapeutique, on est aussi sur d'autres dimensions comme l'apprentissage apprendre à annoncer une mauvaise nouvelle, apprendre à des dommages associés aux soins, tout ça, ça se développe dans nos facultés de médecine, notamment grâce à l'outil simulation et au laboratoire de simulation où on peut avoir des patients standards, patients simulés qui sont utilisés, si je puis dire ainsi, dans le cadre de la formation initiale. Alors, ce qui reste à faire, c'est effectivement, vous l'avez dit, intégrer le patient dans les pratiques d'enseignement. Alors, j'ai envie de vous dire deux choses. Déjà, intégrer le patient de manière concrète, pas forcément de manière simulée. Mais j'ai envie de vous dire deux choses. C'est que ça fait longtemps qu'on le fait. Hein, finalement, ce n'est pas nouveau. Ça fait bien longtemps qu'on observe au chevet du malade, qu'on accompagne l'apprentissage et les études à travers des cas cliniques. Mais c'est vrai que cela reste encore quelque chose de virtuel et qui n'intègre pas le patient dans sa dimension active, dans sa dimension d'expert, dans sa dimension de sachant. Et on rejoint bien là ce que j'ai pu entendre de vos échanges sur la complémentarité des expertises. Effectivement, il nous faut, dans les facultés de médecine, à l'image de ce que j'ai pu voir de l'expérience PACTEM de Lyon, associer les patients experts, les patients à l'enseignement pour des étudiants en médecine pour leur faire comprendre l'expérience, la notion d'expérientiel. Voilà ce que j'avais envie de vous dire, c'est-à-dire vraiment travailler au-delà du numérique, qui me semble être un outil indispensable aujourd'hui pour former cette génération Y, travailler à cette dimension humaine avec des nouvelles formes de pédagogie, la pédagogie inversée, et aussi la simulation en santé. Merci. Merci infiniment. Peut-être que Luc voulait réagir à cette intervention. Le digital, les Y, le monde connecté, ouvert, des grands réseaux comme Patient Like Me aux États-Unis ou des espaces où chacun pair à pair discute, évoque son quotidien, se conseille, intervient parfois avec et sans médecin. Quel regard portes-tu sur l'évolution, cette évolution notable des 2 ou 3 dernières années avec la naissance des MOOC santé en tout genre, quelques-uns en France, en Suisse, j'imagine aussi au Canada. Quel regard tu portes sur cette évolution digitale? Ben moi, je suis un fan du digital, là. C'est quelque chose que j'adore. C'est un outil essentiel qui nous aide justement à garder notre santé, puis qui nous aide également à communiquer entre patients, partenaires, puis soignants. Moi aussi, je fais partie d'une équipe d'aide aux jeunes psychotiques, là. Donc, je vais dans la communauté, chez les gens. Et puis, avec les jeunes, on ne communique que nous, on dit texto, là. Je sais pas chez vous, comment ça s'appelle. Bah, texto ou message, ça dépend sur les réseaux sociaux. C'est sur le téléphone ou sur les réseaux sociaux? Sur Facebook, sur Twitter? Sur Facebook, mais puis Messenger, là. On Voilà, s'écrit. des posts. Voilà, Des vous posts, écrivez. merci! Donc, Des posts, on fonctionne beaucoup par poste, parce que les jeunes parlent au téléphone, ils connaissent pas ça, je sais pas. Donc,
chez nous, les intervenants doivent tous avoir un smartphone pour pouvoir poster avec les gens qu'on suit, justement, pour garder le lien, garder le contact. Le problème, bon, peut-être il y a des gens qui aimeront pas ce que je vais dire, mais ceux qui nous dirigent n'ont pas connu la technologie qui est nouvelle. Donc, donc eux, ils ont de la misère à prendre des décisions qui vont répondre aux besoins des jeunes. Par exemple, euh, moi, quand j'étais tout jeune, quand j'allais à la banque, la caissière remplissait mon livret à la main. Hein? Aujourd'hui, ça n'existe plus. Mais imaginez que je devienne un patron, puis je dois prendre des décisions sur les nouvelles technologies, mais je suis vraiment déconnecté de la réalité. Là. Il faut connecter ces générations-là avec les plus vieux pour justement pouvoir répondre aux besoins des gens. Puis également, il y a des applications super intéressantes, là, comme je vois, il y a une équipe en Suisse là, dont j'oublie le nom, à Lausanne, là, qui fait du suivi de première psycho, ou c'est de la psychoéducation sur l'application là pour démystifier puis faire en sorte que la personne et sa famille puissent avoir les données probantes qui ont été vulgarisées, etc., directement sur le smartphone. Donc moi, je trouve ça c'est fondamental. C'est vers là qu'on s'en va, puis il faut investir dans ça, à mon avis. Là, tu sais, les petits dépliants papier, c'est fini. Là. On est rendu là. Pour moi, c'est c'est ce que je pense. Juste, on a vu que Emmanuel Ruch avait dû partir contraint par une réunion et on le remercie sincèrement de sa présence et de son intervention. Avant de revenir avec Nathalie Boivin, qui nous fait le plaisir pendant 10 jours en France de sillonner de date en date, de lieu en lieu, ce questionnement des littératies multiples, j'aimerais Catherine Tourret-Turgis, le développement digital, l'interaction entre patients, les grandes communautés américaines de patients, quel regard portez-vous sur justement les MOOC et ces évolutions de dialogue connecté entre tous ces mondes? Bah, pour moi, c'est une évidence. Hein. En 96, quand j'ai émigré aux États-Unis, j'ai émigré à San Francisco, il y avait la Silicon Valley, donc j'ai été formée tout de suite, j'ai compris de quoi y retourner. Et je pense que de toute façon, il y a des outils, ils sont à notre disposition, c'est des outils de communication, on peut communiquer avec le monde entier. Pour moi, je ne vois pas comment on peut être opposé à ça. Donc les MOOC, ben, moi je suis pour, puisque je vous ai demandé justement de réfléchir sur une avec nous. La pédagogie inversée, donc j'ai introduit ça moi dans mes enseignements, avec d'ailleurs difficulté, puisque c'est pas si simple que ça, et il y a des réticences des enseignants de mettre leur savoir en ligne avant même que les étudiants soient entrés dans la classe. Donc, pour moi, tout outil est bon à prendre du moment qu'on sait où on va, qu'est-ce qu'on va faire avec, et puis qu'on met les limites, les barrières, etc., en fonction des besoins de protection des uns et des autres. Merci beaucoup. On va passer là. Je peux rajouter quelque chose? Bien sûr, Luc, rajoute. Ben moi, ce qui m'inquiète un peu là avec les réseaux sociaux puis les mouvements d'usagers là à grande masse, c'est que dans le domaine que je connais bien, en psychiatrie, vous avez un réseau qui est anti-psychiatre, anti-médecine, puis vous avez un réseau qui est plus des collaborateurs là, avec et des fois, les gens qui sont anti-médecine vont donner des recettes en guillemets pour se soigner qui peuvent être dangereux là, en bout de piste, là, à mon avis, à moi, là, qui sont basés sur aucune donnée probante, qui sont basés juste donc quand tu as une maladie sérieuse, comme ça peut être le cancer, n'importe quoi, ben ça se traite pas avec la tisane. Là. Je m'excuse de dire ça, mais alors, moi, c'est le danger qui me fait peur, c'est que les gens se fient beaucoup à ce genre de groupe-là. Là. Merci de l'avoir rappelé. Effectivement, les dangers aujourd'hui, c'est l'ouverture effectivement au monde, c'est une belle chose, mais c'est aussi peut-être l'ouverture à toutes les dérives pour le patient qui n'accéderait pas à des données probantes ou qui accéderait à des Oui. données type
des ligues sectaires ou voire qui peuvent entraîner des facteurs de risque. Voilà, je pense que peut-être que effectivement Marion Alboui veut réagir à ce sujet. Oui, vraiment, je voudrais effectivement insister sur le fait que finalement, plus que la formation numérique des étudiants génération Y qui sont eux-mêmes hyper connectés, c'est plus l'encadrement éthique et déontologique de l'utilisation de ces outils qu'il va nous falloir intégrer dans les formations médicales. Ça, c'est clairement un enjeu pour nous. Merci. C'est vrai que c'est une grande question et la googlisation, comme on appelle ça en santé, Oui, est une problématique majeure aujourd'hui. Comment créer des parcours d'orientation et d'information qui garantissent une lisibilité tant de la pratique médicale exclusive aux médecins et soignants que de la discussion entre patients. On va terminer par Nathalie Boivin. Alors Nathalie est arrivée à Poitiers en France pour on va dire 10 jours de marathon euh, pour aller rencontrer les différentes publics. Vous avez l'occasion déjà de l'écouter en parler. Je l'avais sollicité autour d'un mot. Se comprendre est peut-être une question de temps, mais qu'appelle-t-on le temps pour se comprendre aujourd'hui entre profondeur et durée horaire, entre urgence, rapidité, entre on, on avait déjà eu l'occasion d'en discuter parce que à un moment elle me disait mais si on connecte le monde et demain on peut imaginer du 24/24 et où va-t-on? Je me souviens dans une des conférences je trouvais que cette logique qu'on va questionner tout au long de la semaine, qui est la question de la profondeur du temps, c'est-à-dire une heure n'est jamais égale à une autre heure, comme dirait le professeur Montagnier, surtout à l'échelle d'une journée. Comment parler de temps pour se comprendre aujourd'hui? On va laisser la parole à Nathalie et la remercier encore une fois d'être parmi nous. Bonjour tout le monde, merci de m'accueillir. Et puis, je suis très contente d'entendre les points de vue jusqu'à maintenant et les échanges. On a un petit décalage en parlant de temps, mais on y arrive quand même. Donc, prendre le temps. Quand on parle de prendre le temps de se comprendre, de communiquer, euh, quand on est dans le domaine de la santé, puis qu'on parle de littératie en santé, par exemple, prendre le temps de se comprendre, ça implique principalement deux éléments. Le premier élément est celui d'informer, donc d'un échange de contenu. Très souvent, les professionnels, les intervenants de la santé vont être très à l'aise avec cet échange au niveau du contenu. Très à l'aise, peut-être pas le bon mot, mais vont peut-être avoir tendance à valoriser de façon très importante le contenu. Donc, toute la nécessité de livrer de l'information, de la livrer en quantité suffisante pour s'assurer qu'on n'oublie rien. Donc, il y a vraiment un contenu là qui est très important, mais qui n'est pas non plus sans amener tout son bagage de défis ou de barrières possibles quand on parle de communiquer, de se faire comprendre avec l'autre et quand on parle encore plus de temps. Le deuxième élément, quand on parle de communiquer ou de se comprendre dans le domaine de la santé, outre d'informer, il y a toute la question d'établir une relation. D'établir une relation avec l'autre qui, elle aussi, prend du temps. Établir une relation dans laquelle je me dévoile, moi, en tant que professionnel, en tant qu'intervenant, de ma façon d'être avec l'autre, je vais, que je le veuille ou non, par tout mon langage ou par tout le paralinguistique, je vais dévoiler un paquet de choses. Donc, mon ton, le débit, ma façon de peut-être fouiller dans mes feuilles oui. Pendant que je parle à l'autre, pendant qu'il me répond. Hein? Bon, mais expliquez-moi ce qu'il y en est. Donc, dès lors, par mon langage paralinguistique, j'envoie un message qui est très clair quant à la valeur que j'accorde à l'autre personne. Donc, ces deux composantes essentielles à la communication, qu'on parle d'informer, qu'on parle d'établir une relation, exigent du temps. Puis, dans le monde actuel, qui est celui de l'offre des services de santé, tout va vite. Tout va vite. Et jusqu'à quel point est-ce qu'on peut prendre le temps?
Et quand on regarde du côté des données probantes, quand on regarde du côté des barrières dans la communication entre le patient, l'aidant, le professionnel de la santé, ce qui est souvent identifié comme la raison qui fait en sorte que la relation est bousculée, c'est le manque de temps. J'ai pas le temps. Ah, quoi expliquer? Bon, prendre le temps, ça prend du temps. J'ai pas le temps. Prendre le temps d'établir une relation, mais c'est superflu. Bon, tout ça. Mais la question, c'est pas de savoir s'il est possible ou pas de prendre le temps. C'est essentiel. D'autant que comprendre l'autre, c'est d'abord établir une relation avec lui. C'est reconnaître aussi qu'on a une personne devant nous, qu'on a un humain. On parlait d'humanité tout à l'heure, qu'on a un humain devant nous, qu'on a un patient. C'est prendre le temps à moi de m'informer de qui est cette personne-là qui est devant moi. Quelles sont ses valeurs? On parlait de valeurs tout à l'heure. Donc, quelles sont ses valeurs? Qu'est-ce qui l'anime? Quels sont ses besoins? Qu'est-ce qui l'amène à venir me voir aujourd'hui? Si c'est une démarche volontaire de la part du patient, de la part du patient et de l'aidant, quelles sont les émotions aussi qui l'animent? Si je ne prends pas le temps de bien saisir l'émotion qui anime la personne, je passe à côté. Si je ne reconnais pas cette émotion-là, si je ne travaille pas avec cette émotion-là, la personne qui est devant moi ne sera, peut-être qu'elle n'est pas prête à entreprendre, à aller plus loin, à entendre du contenu. Donc, il faut vraiment que je m'informe de tout ça. Puis, et c'est ça, et il faut aussi reconnaître qu'il y a des contextes. On est dans le système de la santé, il y a des contextes. Parfois, c'est un contexte d'urgence. Donc, l'intervenant va à l'essentiel et puis peut-être que l'essentiel dans ce cas-là, c'est sauver la vie, soulager la douleur. C'est quelque chose qui est vraiment pressant. Donc, dans ces situations-là d'urgence, la communication, prendre le temps de se comprendre, est perçue comme superflue, autant par l'intervenant que par le patient ou le soignant. Il y a une vie à sauver, il faut agir. Cependant, outre ces situations d'urgence, prendre le temps d'établir une relation, de se comprendre, de collaborer, on en a parlé de collaboration tout à l'heure, sont perçus comme un soin de qualité, un service de qualité qui pourront aussi favoriser une meilleure collaboration ou une meilleure observance, si on veut parler de termes plus médicaux, entre le patient, l'intervenant et l'aidant. Une meilleure compréhension aussi, prendre le temps, c'est une meilleure compréhension de son traitement, de sa situation. Prendre le temps, c'est aussi prendre le temps de comprendre les déterminants sociaux. On parle de plus en plus que la santé, ce n'est pas que des services de santé, mais c'est tout un paquet de déterminants sociaux qui entrent en jeu, donc le revenu, l'éducation, le statut familial, le statut d'emploi et tout ça. Donc, c'est aussi vraiment de prendre ce temps-là de comprendre l'autre. Prendre le temps gagne en importance dans des situations telles que celle de la littératie insuffisante. Donc, dans ces situations-là, le patient, très souvent, entre dans une relation de soins ou de service avec l'intervenant de santé et cette personne-là a des craintes très multiples et la crainte de ne pas comprendre ce que l'intervenant va lui dire, la crainte de ne pas être compris par l'intervenant et la crainte très souvent de dévoiler ce que les gens tentent de cacher le plus possible, à savoir leur niveau insuffisant de littératie. Ainsi, bon, on sait que les clients ou les patients qui ont des niveaux insuffisants de littératie oseront souvent peu poser des questions. Et souvent, ils en sont incapables. Ils ont un niveau de compréhension tellement éloigné qu'ils sont incapables même de formuler une question. Ils vont se montrer très dociles, devenir frustrés. Et beaucoup, la crainte, les patients n'insisteront pas car ils ont cette perception-là, cette valeur ou cette idée qu'ils ne méritent pas le temps que l'intervenant pourrait leur offrir.
Puis on parle de temps, on parle de prendre le temps pour se comprendre, mais au fait, on parle du prendre le temps de quoi et prendre le temps de qui. Si on parle de prendre le temps de l'intervenant, ben, faut se réfléchir, ben, comment sont rémunérés nos intervenants? S'ils sont rémunérés à l'acte, bon, ben, prendre le temps, ça représente des sous, là. C'est de l'argent perdu. Bien que certains intervenants considèrent aussi ce temps-là comme un investissement. Si je prends le temps initialement, ben, ça rapportera par la suite tout au long de mon intervention. Puis qu'est-ce que veut l'intervenant? Il veut être compris. Il veut que les informations qu'il discute avec le client, les directives qu'il donne, soient bien comprises. Prendre le temps du système de santé, qui est souvent, encore une fois, mesuré en termes de minutes, de secondes. Hein? Plus on est efficace, un système de santé ou un intervenant va être efficace s'il rentre dans les normes de temps accordées à chacune des visites. Éviter les rendez-vous manqués, éviter des examens répétés et tout ça. Prendre le temps du patient représente très souvent le temps d'une prise de pouvoir face à sa situation. Prendre le temps signifie aussi donc le patient peut poser des questions et avoir cette liberté-là de choisir, d'exprimer ses valeurs, ses motivations. Le temps permet à chaque patient d'être écouté, on l'a dit, de sentir qu'il est à la hauteur de l'investissement de temps qui est fait par l'intervenant. Et pour le patient, très souvent, le temps se mesure en qualité de l'intervention. Il a l'impression qu'il a été écouté, qu'il a été entendu à part entière comme individu, comme humain, avec ses craintes et tout ça. Le temps de l'aidant, c'est le temps qui permet à l'aidant d'accompagner, d'être outillé, de développer aussi sa capacité à recevoir l'information, à jouer son rôle peut-être de médiateur d'aidant auprès du soigné. Et je dirais que le temps de l'aidant, est-ce que ce ne serait pas un temps qui se mesure en capacité à traduire l'information, à bien l'adapter aux valeurs, aux émotions, à jouer un peu son rôle de tampon entre l'intervenant puis le soigné, tampon qui pourrait permettre d'absorber peut-être des nouvelles qui sont trop difficiles à prendre. Donc, prendre le temps, pour moi, c'est vraiment prendre le temps de se comprendre et ça ne se mesure pas en minutes, ça se mesure vraiment en qualité de l'interaction. Merci. Je m'en aille, moi, bientôt. Oui, pour les... Oui. Il nous reste 10 petites minutes pour conclure. Madame Tourette, ça vous va? Oui, je vais essayer. Oui. Je vous remercie, je te remercie Nathalie. Traiter la question du temps. Alors on a écouté parler de la complexité. On est dans un monde complexe et difficile, mais à la fois le temps c'est la qualité. J'ai eu l'impression d'écouter du Jacquard qui nous invitait aux humanitudes quand tu parlais là. Je suis toi, Luc, et tu es moi un peu, non? Oui. C'est un peu l'idée. Et peut-être que Catherine, je suis vous et vous êtes un peu moi. Quand tu disais ça, oui, j'avais l'impression d'écouter Jacquard qui nous disait si on se posait tous les jours les questions dans le temps, du matin jusqu'au soir, qui es-tu toi pour me ressembler et qui suis-je moi pour te ressembler, alors on irait beaucoup plus loin. Peut-être tu voulais reprendre la parole. Je vais vous demander à vous tous justement sur les 2 dernières minutes. Prenons ces 2 dernières minutes pour nous comprendre. Je vous laisse effectivement chacun 2 minutes pour nous livrer votre regard sur ce moment de webinaire hors du temps, hors des espaces, pour se dire et si demain nous pouvions nous comprendre. Je vais laisser la parole d'abord à Marion Albouilati. Oui, je disais simplement en 2 petites minutes pour conclure, je demandais prenons le temps de nous comprendre et je vais vous laisser en 2 minutes nous livrer votre regard à tous sur
ces échanges et sur les enjeux d'avenir qui sont selon vous, qui sont les plus importants selon vous, pardon. Bien, le temps de la relation, j'ai envie de dire. Donc la relation qui compose différents acteurs. Effectivement, donc j'ai envie de dire pour conclure l'idée de bien s'approprier le temps de l'autre et le temps du chemin de l'autre, le temps du chemin de la formation pour un professionnel de santé, le temps du chemin de sa maturation, de sa maturité peut-être éducative ou médicale, et puis de l'autre côté le temps du chemin du vécu de la maladie chronique. Je crois que c'est ça qui fait écho avec ce que j'entends et l'expérience que j'ai de l'accompagnement des équipes en éducation thérapeutique. Donc je remercie vraiment Nathalie de son propos. Je remercie également les invités et je pense que ce webinaire introductif va être très très intéressant pour la suite de nos échanges sur la littératie en santé, qu'il va nous falloir prendre le temps aussi de s'approprier. Merci. On va passer la parole à Nathalie Boivin, donc qui nous a conjugué le temps. Oui, il y avait beaucoup d'idées, Nathalie, dans ces échanges. Effectivement, la pérédance, la question de la co-construction des parcours d'enseignement et de validité de diplôme demain. Quel regard, ou en tout cas quelle perspective pour l'avenir selon toi? Ben, ce que j'ai entendu cet après-midi m'encourage beaucoup. Les points de vue différents présentés par Catherine, Luc, Emmanuel, Marion. Je crois qu'on sent les astres s'enlignent dans la bonne direction. Les gens, il me semble, ce que j'ai entendu, semblent reconnaître de plus en plus l'importance de prendre le temps, donc de créer cette relation-là, de participer à la co-construction. Moi, j'ai bien aimé les éléments de co-construction. Et donc, je crois que le timing, en français, le timing est bon vraiment pour s'aligner vers ça. Et je pense que aussi en ayant les gens de la formation à bord, ben ça nous rappelle et d'entendre qu'ils sont favorables à ça. Ben, je me dis, est-ce qu'on peut aller vers cet investissement-là de temps de qualité? Et puis, c'est tout un défi, là. À une époque où on est très concerné par la question financière, c'est tout un défi, c'est peut-être même un luxe que certains pourraient dire, de dire on investit dans le temps, on prend le temps, mais je crois que c'est définitivement un investissement. On va laisser la parole à Catherine Tourette. Effectivement, conjuguer les littératies, les parcours de vie. Le parcours de vie, c'est sans doute un de vos combats, la reconnaissance des expériences multiples depuis si longtemps. Quel regard portez-vous, en tout cas positif ou moins, sur cet enjeu d'avenir, se comprendre et conjuguer des littératies multiples en santé? Moi, je porte un regard, à la limite, je crois que c'est pas à moi de porter un regard, je regarde plutôt comment les autres portent un regard sur le monde. Moi, je porte pas grand-chose, mais par rapport au temps, moi, je viens du SIDA, donc moi, le temps, ça a été très très longtemps. Vous m'entendez? Oui, tout à fait. Ça a été très longtemps la vie, la mort, quoi. Moi, c'est de ce temps-là que je viens, c'est-à-dire je viens de 1983-84, le début de l'épidémie de SIDA. Le seul outil, le seul soin qu'on avait, c'était l'écoute, la rencontre, la reconnaissance de l'autre, de sa valeur d'être humain. Parce qu'il y a encore quand même des vies qui sont disqualifiées, qui sont pas qualifiables. Il y a encore dans des pays des gens qui n'ont pas accès donc à des traitements, qui n'ont pas le droit à la vie. Donc, moi, je pense qu'il y a une urgence. Et moi, ce qui me porte par rapport à la temporalité, c'est, je suis pas toute jeune non plus, donc c'est de faire au plus vite et dès maintenant des changements à mon petit niveau, l'université des patients, parce que je suis une universitaire engagée et que je pense que il était important que j'engage mon université à faire des choses, c'est tout. Hein. Moi, c'est une grande humilité, un grand respect.
des malades, de la vie, de la mort, du soin, qui m'ont conduit à faire des petites propositions avec une toute petite personne que je me sens, quoi. Infiniment petit, encore du Jacquard qui nous rejoint aujourd'hui, qui disait nous sommes si peu, qui passons si vite. Merci en tout cas, Catherine Tourette. Merci beaucoup de nous avoir accordé ce moment. On va vous libérer sans doute pour vos nombreuses obligations et au plaisir de vous retrouver. Merci à vous. Merci beaucoup. Au revoir. Avant de conclure avec Luc, juste quelques mots avec Daniel qui nous a rejoint de Pratique en Santé. On n'a pas pu, au vu des contraintes techniques, mais sans doute on va remettre en ligne et accepter des commentaires pour la suite. Quel regard tu portes, toi, qui évolue à la frontière du digital, de la documentation, de l'information en santé, avec tes lettres, sur ce qui vient d'être dit aujourd'hui en un mot? Ouais. Ça rejoint un certain nombre de choses qui sont dans le mouvement depuis plusieurs années. Ça se concrétise, ça s'amplifie, on va dire. Et je pense que c'est une bonne chose. Je pense que dans les questionnements, on avait des mots-clés là, qui sont arrivés, temps, efficacité, pouvoir, liberté, qualité, enfin bon, et des choses comme ça. Ils se conjuguent pas effectivement tous de la même façon suivant le partenaire. Et là, ben, il y a un chemin qui doit continuer et progresser. Merci beaucoup, Daniel. Et si on prenait les dernières minutes de temps à notre ami Luc, déjà pour te remercier, tu sais à quel point moi j'ai toujours plaisir à t'entendre et à être à tes côtés pour porter les nombreux messages que tu portes. Un temps pour se comprendre, Oui. cette Ben, discussion, ce le débat. temps, j'aime beaucoup ce que Nathalie nous a parlé. Le temps, c'est tellement important, puis le temps, c'est ce qui manque souvent dans notre réseau de santé. Mais je pense qu'il faut savoir qui a le temps d'écouter, dans le sens que moi, je fais ça, de l'écoute, les gens m'appellent, ou les gens m'appellent, ils veulent un conseil, finalement, ils parlent pendant 1 heure, puis ils veulent pas de conseil, ils voulaient juste avoir quelqu'un pour les écouter. Puis ça, pour moi, si quelqu'un est spécialisé dans haute technologie, il y a une opération à faire, c'est peut-être pas à lui à écouter, mais il faut s'assurer que la personne a quelqu'un qui l'écoute. Pour moi, ça, c'est plus vers ça que moi, je vois les choses au niveau de l'écoute entre les personnes. Voilà. Il faut s'assurer que chacun a quelqu'un qui l'écoute. Bah, tu mets ton micro. Ah oui, pardon. Oui, pardon. Désolé. Non, je disais simplement, il faut s'assurer que chaque personne a quelqu'un qui l'écoute pour savoir s'il est compris. Écoute, merci beaucoup Luc aussi d'avoir été présent. J'espère, merci beaucoup à Marion Albouy Lati qui accompagne avec beaucoup de talent cette semaine de la littératie à Poitiers. Effectivement, Nathalie, le marathon va continuer pendant ces quelques jours pour aller à la rencontre des experts du colloque mercredi, par exemple, organisé par Marion Albouilati, mais aussi le jeudi par l'IREPS Poitou-Charentes autour des enjeux littératie et promotion de la santé. Oui. Vous pourrez suivre effectivement toutes les informations sur le Twitter Littératie Santé et donc au jour le jour retrouver photos, vidéos, interviews, voilà le Facebook de Littératie Santé. Merci beaucoup à tous les quatre. Encore une fois, 1000 excuses au nom de l'organisation pour le petit couac, voire gros couac de 30 minutes. Mais rassurons-nous, nous n'avons, loin de là, perdu notre temps. Ça, c'est une chose. Merci beaucoup. Merci Luc. Au plaisir. Merci à vous. Merci Daniel. Au revoir. Au plaisir. Bye bye. Merci.